Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de vous joindre à nous pour ce nouveau numéro de l'échiquier international en direct de HAL24 News. Le plan de paix de Trump pour l'Ukraine semble bien parti pour fonctionner et servir de base pour toute négociation à venir, même si Zelensky a senti le tapis lui glisser sous les pieds, lui qui n'a jamais vraiment rien contrôlé. Si Moscou n'exclut pas le bien fondé de ce plan, l'Europe, par contre, danse la Java et s'agite dans tous les sens. L'Europe veut-elle aller vers une guerre manifeste avec la Russie ou veut-elle jouer les prolongations? On verra tout de suite les détails. Pour en parler ce soir avec nous, Manuel Pouchelet, expert en questions internationales en direct depuis Paris. Manuel Pouchelet, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir madame et merci pour votre invitation. Karine Béchet, docteur en droit public, nous a également rejoint depuis Moscou. Karine, bonsoir. Bonsoir. Alors, pour commencer, Karine, ces négociations ou ce plan de paix qui a été proposé par Trump et qui a été longuement donc examiné par les parties concernées semble faire beaucoup de polémiques. Selon vous, pourquoi ce plan est-il tellement controversé, surtout par l'Europe? Alors, le problème est que, comme l'a souligné d'ailleurs le porte-parole du Kremlin, Dmitry Peskov, pour l'instant, personne n'a aucune idée réellement, très concrètement, de ce que contient ce plan en finale, puisqu'il est sans cesse remanié, discuté, modifié, que la Russie n'est pas officiellement informée et la Russie n'a pas envie de faire ce qu'elle appelle de la diplomatie sur les réseaux sociaux. Pour cela, il faut réellement utiliser les canaux fiables, puisque ce sont les seules sources d'informations réelles qui peuvent y avoir. Donc, pour l'instant, ce que l'on peut savoir, c'est ce qui ressort des réseaux sociaux, et il en ressort un peu tout et n'importe quoi quand même. Il est évident, que au sein des élites globalistes, nous voyons deux approches différentes. L'approche américaine qui semble être plus réaliste et veut à peu près, en tout cas, tenir compte de la réalité du terrain, de la réalité géopolitique, et la deuxième approche, celle des globalistes européens, qui veut au contraire garder la ligne qui a été développée sous Biden. Pour autant, il ne faut pas se faire d'illusions, en tout cas dans la presse américaine. On va revenir. Pas d'un plan qui soit pro-russe, ni d'un plan qui doit permettre de prendre en compte les intérêts stratégiques de la Russie, parce que beaucoup de dispositions correspondent à une reconnaissance par la Russie de sa capitale. Il ne s'agit par exemple que de la disposition... Oui. Oui, il y a une petite coupure dans le son, donc on va quand même essayer de rétablir ça et on va passer à Manuel Pouchelet, le temps de revenir vers vous pour laisser continuer quand même votre idée. Manuel Pouchelet, alors un plan de paix proposé par Trump, un plan qui semble avoir été plutôt bien accueilli par les parties en conflit. Peut-être même juste le problème, c'est que du côté ukrainien, ce n'est pas le cas. Du côté européen, ce n'est pas le cas parce que de toute façon, l'Europe reprocherait aux États-Unis d'avoir écarté l'Europe dans ce plan appelé donc le plan de paix de Trump. Finalement, que doit-on penser de ce plan de paix? Est-il réellement un plan de sortie de crise? Est-il un plan pour une reddition, je dirais, ukrainienne? En fait, quand on regarde les derniers discours de Donald Trump, notamment les dernières déclarations qu'il a faites à Anchorage, où il avait dit qu'il gagnait beaucoup d'argent avec ce conflit en Ukraine, je pense que le président Trump est, on va dire, très lassé de cette situation et surtout s'agace de plus en plus de l'inertie que crée l'Union européenne dans ce plan. D'ailleurs, en 1970, Henry Kissinger avait dit « l'Europe, c'est quel numéro ?» On est en 2025 et force est de constater que finalement, je ne peux pas dire que c'est toute l'Europe, mais certaines puissances européennes, je pense notamment aux Britanniques, aux Français et aux Allemands, qui sont très impliqués dans ce conflit ukrainien qui, encore une fois, cherche à je vais pas dire contrecarrer, mais peut-être à adoucir le plan du président américain. Pourquoi? Parce que l'Europe est encore une fois
incapable de trouver une solution de paix, dans la mesure où, si vous voulez, elle a déjà été sous, comment dirais-je, sous règle américaine. Je pense notamment avec la Seconde Guerre mondiale, je pense avec les accords de Dayton en 1995 et Bill Clinton. Donc, si vous voulez, les Européens veulent avoir leur mot à dire. Pourquoi ? Parce que l'Ukraine se trouve dans leur zone, on va dire, géographique. Maintenant, je pense que le plan de paix de Donald Trump en 28 points va sûrement être revu, revisité, mais force est de constater que les parties prenantes pour l'instant aux négociations, ce sont le secrétaire d'État américain, donc M. Rubio, et non les parties prenantes directes. Je pense au président américain, je pense au président Zelensky. Et en revanche, côté européen, ce sont bien des présidents ou des chanceliers ou des premiers ministres qui souhaitent faire entendre leur voix. Maintenant, n'oublions pas un autre fait, c'est que le président Trump est aussi pressé sur ce dossier, dans la mesure où il veut participer à la reconstruction de l'Ukraine. Il sait que derrière tout ça, il y a des enjeux de ressources naturelles. On sait qu'il s'est entendu aussi avec la Russie sur d'autres questions, notamment à Anchorage, qui va remonter à la surface et dont on aura, on va dire, un peu plus de précision sur les contours. Et finalement, on s'aperçoit que ceux qui tergiversent sont encore les Européens avec, vous savez, les plans de paix tels que le président Trump, on va dire, le propose. On en a des précédents historiques avec notamment, vous l'avez dit, une forme de capitulation, mais je vous ferai remarquer que la France avait capitulé en 1870 et on a eu 1914. Donc, quelque part, il faut vraiment faire attention, si vous voulez, à ce que l'histoire ne se répète pas. Mais il est temps de mettre un terme à ce conflit, de trouver des compromis de paix. Mais de toute façon, quand on regarde les régions qui sont concernées, on va dire, par ces pertes de territoire pour l'Ukraine, de toute façon, il y a forcément énormément de majorité russe, excusez-moi, que M. Zelensky ne pourrait contrôler s'il souhaitait, on va dire, conserver la main sur ces régions, en tout cas. Voilà, c'est vrai que vous avez mis un petit peu le doigt sur la plupart des, enfin, quelques-uns, mais en tous les cas, les principaux points sur lesquels reposerait ce plan de paix proposé par Trump. Mais on voit que dans le plan de Trump, par exemple, Karine Bécher, qu'il n'y a vraiment pas réellement quelque chose de nouveau que ce qui a été déjà fait et ce qui était déjà dans ce qu'on appellerait les accords de Minsk, puisqu'on parlait dans les accords de Minsk qui ont été transgressés, on le sait très bien, c'est ce qui a un petit peu conduit à ce conflit aujourd'hui en Ukraine. Parmi les points qui étaient cités, c'est-à-dire il y avait cette histoire de la non-adhésion donc de l'Ukraine à l'OTAN et pas tout à fait très clair non plus sur l'Europe. Donc finalement, qu'est-ce qui gêne réellement aujourd'hui l'Europe qui a émis des réserves et beaucoup de critiques concernant ce plan de paix? Ce qui gêne, c'est ce qui gênait déjà les accords de Minsk. C'est le problème, en fait, pour les élites européennes de savoir, enfin, globalistes européennes, de savoir est-ce que, en fait, un compromis est possible. Parce que, effectivement, comme disait votre intervenant, si on veut réellement régler le conflit, il faut trouver un compromis. Le problème est que le compromis ne peut se faire que par la reconnaissance de nouvelles frontières. Et cette reconnaissance non propre, mais une reconnaissance soit stable, pour pas derrière conflictuelle. C'est le central de la situation parce que globaliste que ce soit les Européens ne peuvent pas se un recul des terres global, sinon ce monde n'est plus global. Donc, il y a ici un problème réellement fondamental, sachant que, à côté de ça, dans le plan de Trump, ils essayent de négocier. Russie devait racheter ces terres sans avoir derrière, en plus, strictement aucune garantie que, effectivement, le conflit ne va pas reprendre derrière de façon plus forte. L'histoire ancienne l'a montré, l'histoire récente avec les accords de Minsk l'a montré aussi. Et là, finalement, l'autre question qui se pose aussi et que soulève souvent la Russie est qui va signer en Ukraine? Parce que Zelensky est absolument hors la loi selon la législation ukrainienne. Organiser des élections aujourd'hui alors que le territoire est complètement contrôlé par les atlantistes ne changera strictement rien parce qu'il n'y aura aucune honnêteté du vote ni aucune liberté du vote. Donc, il y a une impasse absolument fondamentale et à la fois stratégique et à la fois politique tactique.
Merci Karine Bécher, restez avec nous. Finalement, Manuel Pouchelet, on avait dès le départ, lorsque le plan a été donc proposé, l'Ukraine et bien sûr Zelensky qui avait refusé, si vous voulez. Il y avait même des critiques qui disaient que ce plan penchait beaucoup plus du côté russe lorsqu'on a entendu parler, par exemple, de l'adhésion ou du retour de Donetsk et du Donbass, de la Crimée, donc des régions russophones par excellence. Le fait que l'Ukraine n'a plus le droit d'aller vers l'OTAN et peut-être même du côté de l'Union européenne, même si cette question se discute par rapport à l'Union européenne. Donc on disait que ça a penché beaucoup plus du côté russe, mais bien sûr, revirement de situation, Zelensky aurait accepté. Est-ce que vous pensez aujourd'hui, et c'est ça la question, que réellement l'Ukraine est en mesure de refuser ou d'accepter? Je pense que l'Ukraine, de toute façon, elle a un gros problème. On parle de la légitimité du président Zelensky, c'est un problème. Ça, je pense que les Européens n'ont pas compris qu'ils s'entêtent, on va dire, à négocier avec ce président qui n'est plus légitime au niveau élection. Mais en même temps, les Ukrainiens vont vous dire qu'ils ont trouvé une astuce, comme le pays est en guerre, donc il n'y a pas d'élections qui sont organisées. Vous voyez, c'est du langage, c'est de la com, si je puis me permettre. Maintenant, je pense que l'Ukraine, de toute façon, au regard de ce qu'a dit Donald Trump, elle est acculée, elle n'a plus tellement le choix, il y a des contraintes qui sont fortes la concernant. Ensuite, vous m'avez évoqué l'Union européenne et la possible adhésion de l'Ukraine, mais je vous ferai remarquer qu'il y a également aussi un travail de fond en termes de corruption en Ukraine. Là, on vient d'avoir des révélations sur certains milliards de dollars qui ont été détournés par le président Zelensky et on va dire son premier cercle. Et justement, les Européens n'ont toujours pas obtenu de réponse. En plus, le président Trump, on va dire, mais les Européens face à leurs contradictions dans la mesure où il affirme et confirme que l'Europe achète également du pétrole russe. Donc, si vous voulez, je pense que l'Ukraine, c'est le plan du dernier secours, on va dire, avant que ça aille plus loin. Et on a parlé de guerre. Et je pense que les derniers discours que l'on entend dans certaines chancelleries européennes est inquiétant, à tel point que la population commence à avoir peur, si vous voulez. Et commander par la peur, c'est jamais constructif. Au contraire, ça risquerait de créer, on va dire, de nouvelles explosions au sein du clan européen. Je pense notamment à ce qui s'est passé en Hongrie avec M. Orban, qui a un discours beaucoup plus apaisant et qui finalement se fait, on va dire, rembarrer par la présidente Madame von der Leyen de l'Union européenne. Donc attention, de toute façon, personne ne sortira indemne de cette crise en Ukraine, il faut être honnête, ni les Américains, ni les Ukrainiens et encore moins les Européens dans cette affaire. J'ai un peu peur que ça fasse un petit peu une sorte de nouveau traité de Versailles dont on connaît déjà les conséquences, surtout à l'échelle du temps. Et cette fois-ci, c'est plus du temps long, mais ce serait du temps court. Oui, Karine Béchet, on parle justement du fait qu'aujourd'hui, dans ce plan, il y ait, si vous voulez, la récupération du Donbass, du Donetsk, de la Crimée, qu'il n'y ait pas d'adhésion de l'OTAN de la part de l'Ukraine, qu'il n'y ait pas donc de forces européennes qui pourraient donc effectivement inciter l'Ukraine à le faire. Finalement, tout ça, ce sont des points qui existent déjà dans les accords de Minsk. Peut-on parler d'un Minsk revisité, ceci d'une part, et puis surtout, aujourd'hui, pourquoi l'Europe refuse tellement que ces points soient, si vous voulez, abordés? Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, finalement, l'Europe veut jouer les prolongations? Est-ce qu'il faut rester en situation de guerre coûte que coûte? Pardon. Oui, effectivement, vous avez raison. Ça fait vraiment penser à Minsk. Et en ce sens, ça n'est pas une avancée, ça ne tient pas compte de la réalité, c'est vraiment un retour en arrière. Parce que ça ne tient pas la réalité déjà dans le sens territorial. C'est-à-dire qu'en dehors de Lugansk et Donetsk, puisque dans les propositions, il ne s'agit pas des régions de Lugansk ni des régions de Donetsk, mais seules les villes sont indiquées, donc ça aussi, ça reste à préciser. Et en dehors de cela, il existe aussi les régions de Kherson et de Zaporozhye qui sont rentrées juridiquement dans la Fédération de Russie. Il y a la réalité sur le terrain dans laquelle l'armée russe a déjà commencé à libérer une bonne partie de la région de Kharkov, une bonne partie aussi avance aussi dans la région de Dniepropetrovsk, etc. Donc, on va dire, comme l'a dit le président russe, on va dire que c'est un point de départ pour discuter. Mais il est évident qu'en l'état, ça n'est pas acceptable, puisque justement, on revient à la situation de Minsk, mais la situation a beaucoup changé. Et les mêmes problèmes qu'à l'époque de Minsk vont se poser, c'est la question de savoir s'il n'y a pas de reconnaissance juridique déjà des frontières. Un deuxième élément,
qui va contrôler le respect du cessez-le-feu? Parce que nous avons vu l'implication absolument sans conteste de l'OSCE du côté de l'armée atlantico-ukrainienne dans le Donbass. Donc, c'est une erreur à ne pas répéter. Donc, il y a ici effectivement beaucoup de questions qui se posent. L'Europe, elle aussi, pour que l'élite plus radicale globaliste y sont actuellement regroupés, ne voit pas une de cette manière que l'ennemi est et qu'il soit politiquement détruit. Or, c'est comme on va revenir vers vous, Karine. On va revenir vers vous dans un petit moment, juste le temps bien sûr que cela se rétablisse. Manuel Pouchelet, finalement, pourquoi justement l'Europe veut-il encore gagner du temps? Est-ce qu'il veut réellement gagner du temps? Est-ce qu'il veut absolument faire jouer à l'Ukraine les prolongations finalement? Et qui, dans ces cas-là, en cas où il y aurait l'acceptation de cet accord autour d'une table de négociation, qui contribuerait donc à la reconstruction de cette Ukraine, d'autant plus qu'il y a de plus en plus de pays qui sont très va-t-en-guerre les derniers temps, y compris la France, pour ne citer que la France. De toute façon, l'Europe, je ne sais pas si elle souhaite jouer les prolongations parce que de toute façon, j'ai un peu l'impression, et c'est même une certitude, qu'il y a une déconnexion complète entre les citoyens européens et leurs dirigeants. D'ailleurs, à tel point que ce conflit en Ukraine a relancé certains, on va dire, serpents de mer. Je pense aux services militaires en France, en Allemagne, chose qui était abandonnée dès 1997 avec le président Chirac pour la France. Mais en même temps, il ne faut pas oublier que les grands bénéficiaires de ce conflit en Ukraine sont également les puissances européennes. Vous regardez là, qui est les carnets de commandes, si vous voulez. Maintenant, il faut savoir, je pense que dans ces accords et dans ce plan de paix de M. Trump, les Européens, de toute façon, sont exclus. La reconstruction de l'Ukraine et de cette solution de paix, je pense, se fera sans l'Union européenne. Et c'est un petit peu le champ du cygne, si vous voulez, pour une Commission européenne qui est dépassée. On a aussi une Madame von der Leyen qui arrive en fin de règne, si je puis me permettre cette expression, et qui était, on va dire, une survivance de l'ère de Madame Merkel. Aujourd'hui, en 2025, il y a de nouveaux dirigeants, mais je ne suis pas sûr et je pense qu'il y a une rupture totale entre la population et leurs dirigeants. Il faut savoir que dès 2026-2027, une bonne partie des États de l'Union européenne vont rentrer, on va dire, en période électorale avec un vote sanction tel que l'avait le Premier ministre, Monsieur Brown, si vous voulez, Gordon Brown. On a un calendrier qui invite dans les à écarter, si vous voulez, mais il est bien sûr très réel. Et Donald Trump, n'oublions pas qu'il arrive aux midterms et il est en attente de résultats sur sa politique étrangère où pour l'instant, il est en train de démontrer, parce que la menace américaine, elle vient aussi du camp démocrate. Vous m'aviez invité sur une émission avec l'élection du nouveau maire de New York, excusez-moi, qui est démocrate et qui est en train de démontrer que la politique de Donald Trump montre certaines limites, si vous voulez. Donc finalement, dans cette guerre en Ukraine, il est temps de rapidement trouver une solution de paix et en même temps de faire en sorte que le reconstruise, parce que plus vite on va reconstruire, plus vite on va s'éloigner, on va dire, de belligérance. Maintenant, les Européens qui sont dans le carcan de l'agressivité, M. Poutine l'a déclaré la semaine dernière, il a été très clair sur le sujet, mais je pense que le message n'a pas été compris ou n'a pas été reçu. Parce que vous savez, en diplomatie, chaque mot est sous-pesé. Et force est de constater que pour une fois, on s'est aperçu que l'Union européenne continue de tergiverser. Or, il ne faut plus tergiverser. Je pense qu'il faut, on va dire, accepter cette proposition, bon gré mal gré, il faut être honnête, avec ce compromis qui de toute façon ne fera pas que des heureux. Comme on le dit, vous savez, en diplomatie, pour faire court, si vous n'êtes pas à la table des négociations, c'est que vous êtes au menu. Et pour l'instant, le menu ukrainien, on ne peut pas dire qu'il soit, on va dire, très apprécié et a un certain goût amer. Et on pense, dans certaines chancelleries, on pourrait peut-être parler de défaite, ou tout comme l'a dit Monsieur Zelensky lors de son message à sa nation, il a parlé de, comment dirais-je, le mot me manque, de capitulation. Voilà, c'est le mot que je cherchais exactement.
Très bien. Dans ces cas-là, finalement, on pourrait dire, Manuel Pouchelet, pourquoi l'Europe, parce que ça donne un peu l'impression que l'Europe veut faire perdurer cette fait de guerre plutôt que voudrait avoir affaire à une Ukraine en guerre plutôt qu'à une Ukraine en paix. Pourquoi ce sentiment est tellement fort? Parce que chaque fois, il y a quand même des propositions de paix, il y a des sorties de crise, mais l'Europe campe sur ses positions en refusant chaque fois d'essayer de faire preuve de bonne volonté. Les premières tentatives de plan de paix, si vous voulez, au niveau de l'Union européenne, n'ont jamais rencontré ce que vous venez de me dire. Elles n'ont jamais rencontré le succès auprès des Européens. Pourquoi? Parce que les Européens sont divisés. On oublie de dire que, par exemple, vous avez des Allemands. Les Allemands ont une minorité d'Allemands en Ukraine. C'est pour ça que ça tergiverse, en fait. La France a des intérêts également en Ukraine. Les États-Unis aussi ont des intérêts en Ukraine. Regardez ce qu'avait dit M. Trump, notamment en ce qui concerne les histoires de business, on va dire d'affaires, avec notamment l'ancien président Biden, où son fils Hunter Biden avait des intérêts personnels en Ukraine, si vous voulez. De toute façon, l'Ukraine a toujours été une terre opportuniste pour les Européens, et sans voir écarter, ça crée chez eux, si vous voulez, une forme de frustration. Mais je pense qu'ils font l'erreur de maintenir, si vous voulez, cette guerre. Mais attention, je pense que le signal fort ne viendra pas des politiques, mais comme je vous le disais précédemment, des électeurs, c'est-à-dire des citoyens européens qui voient des milliards dépensés dans cette guerre, sachant ils devraient être les premiers bénéficiaires sur des plans, on va dire, stratégiques, d'infrastructures, de construction d'écoles, de renforcement de l'éducation, à un moment où même sur le plan technologique, l'Europe fait quand même marche arrière sur certains dossiers, et où des puissances concurrentes comme la Russie et aussi la Chine commencent à tenir les pôles positions avec les Américains. Et les Européens, si vous voulez, sont frustrés. Ils sont frustrés tels qu'ils l'étaient, si vous voulez, en 1945 et puis ensuite en 95 avec ces accords où c'est encore une fois, ce sont les Américains qui ont tranché. Pourquoi? Parce qu'ils ont toujours un regard différent. Puis en même temps, vous savez pertinemment que le président Trump n'aime pas l'Europe. Il n'aime pas l'Europe pour plusieurs raisons, dans la mesure où il a infligé quand même des droits de douane qui sont conséquents et qui ont fait couiner, si je puis me permettre, les chancelleries européennes. Mais en même temps, je pense que c'est peut-être la meilleure manière, excusez-moi, c'est peut-être une manière forte où je pense que le ton à l'autorité n'est plus écouté en Europe depuis quelques années et l'Europe a besoin de repères. Est-ce que c'est peut-être un mal pour un bien? L'avenir nous le dira. Mais vous savez, en ce moment, ce conflit, l'objectif, c'est vraiment de trouver une solution de paix. Mais vous avez toujours les acteurs, on va dire, principaux que vous m'avez mentionnés. Je pense à l'Allemagne, je pense à la France et je pense à l'Angleterre qui souhaitent, je ne sais pas s'ils souhaitent jouer les prolongations. Vous savez, on n'est pas dans une partie de football, hein, comme image comparative, mais on est vraiment dans une diplomatie à grande échelle. Et je rappelle aussi, pour peut-être apaiser ce discours assez belliqueux des Européens, je rappelle que la Russie fait aussi partie de l'Europe et qu'elle partage certaines problématiques sécuritaires dont l'Europe aurait bien besoin de son aide, en tout cas. Oui, alors dans ces cas-là, comment vous expliquez le fait que, par exemple, aujourd'hui, l'Union européenne veut absolument maintenir ce statu quo de fait de guerre aujourd'hui en Ukraine, alors qu'on ne parle pas. Donc finalement, est-ce que vous pensez réellement que l'Europe aura tout intérêt justement à avoir une Ukraine ou la reconstruction de l'Ukraine plutôt que d'avoir une Ukraine qui est en guerre contre la Russie? Parce que le but finalement de l'Europe, c'est de pousser l'Ukraine pour affaiblir la Russie. Et ça, tout le monde l'a compris. Je veux dire, personne n'est dupe. Brièvement, oui, M. Manuel. Oui, tout à fait, personne n'est dupe, mais moi je pense que les Européens n'ont toujours pas compris que la Russie est en fait un allié précieux, parce que on parle de la zone européenne, mais il faut savoir que l'on rencontre également la Russie sur d'autres continents. Je pense notamment au continent africain et également asiatique, puisque vous avez également des associations économiques, hein, je pense aux BRICS et à d'autres structures comme l'ASEAN, où l'on retrouve aussi la Russie dans certains fonctionnements. Les Européens, de toute façon, n'ont pas compris qu'il est peut-être grand temps de siffler la fin de la partie, pour illustrer ce propos, parce que quelque part, je pense qu'ils sont arrivés à court d'idées. Et ceux qui vont mettre un terme, et je tiens vraiment à le souligner, dans ces différentes négociations et blocages, j'ai bien peur que la population, lors des prochaines élections, envoie un message fort à ses dirigeants en disant maintenant ça suffit, il est peut-être temps de trouver une solution de paix, à tel point qu'aujourd'hui en France, lorsqu'il y a des débats télévisés sur ces émissions entre l'Ukraine et la Russie,
dès que l'on trouve, on va dire, une solution de paix ou que l'on évoque la paix, hein, on va dire peut-être une main tendue, on se fait traiter de complotiste et je pense que ça risquerait d'avoir des conséquences non négligeables, si vous voulez, sur la bonne tenue des relations entre les habitants et leurs dirigeants en tout cas. Merci beaucoup, Monsieur Manuel Pouchelet. En tous les cas, le dernier mot n'est pas encore prononcé concernant donc le conflit en Ukraine. Je rappelle que vous êtes expert en questions internationales, que vous étiez avec nous depuis Paris. Merci également à Karine Bécher, docteur en droit public, qui était avec nous depuis Moscou. Merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.